le plaisir d'accueillir Lorraine Bastide et d'écouter le pitch quelques-unes des lauréates de Femmes en Vue. Mais pour débuter ce webinaire, je vais laisser la parole à Valérie Tandon de Marsac, fondatrice de Vox Femina. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à toutes. Merci d'être là, merci d'être présente à distance pour ce nouveau format Pitch and Talk. Donc, je ne vais pas non plus y passer trop de temps. Je voudrais juste dire que là, on est en train de tester aussi, enfin, on est très intéressé par ce format podcast qui nous paraît de nature, en fait, à prendre le relais de ce que nous faisions habituellement. Vous savez, dans le cadre de notre concours Femmes en Vue, nous avions l'habitude de faire des trainings, des médias trainings en présentiel. Donc, évidemment, c'est un petit peu compromis. Et on est très intéressé par cette nouvelle vague, si j'ose dire, du développement des podcasts, dont on va avoir, je crois, un exemple assez intéressant. Qui va nous être présenté. Ça nous paraît une voie très prometteuse pour l'association et pour développer la visibilité. Alors, ce ne sera peut-être plus la visibilité, mais disons l'audibilité, je ne sais pas comment il faut dire, de l'expertise des femmes dans les médias. Comme vous savez, est notre ligne, notre raison d'être, pour reprendre un terme à la mode, la raison d'être de Vox Femina. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pour faire monter en visibilité ou en audibilité peut-être aussi maintenant, l'expertise des femmes dans les médias qui ont tendance à traiter les femmes, comme vous le savez, un petit peu comme témoins de la vie quotidienne ou à les cantonner à des rôles un petit peu qui nous intéressent, nous, pas forcément énormément, qui existent aussi, je ne dénie pas, mais disons que tout ce qui est trait à la victimisation ou aux témoins de la vie quotidienne, c'est pas trop notre affaire. Notre affaire, c'est d'essayer de faire entendre la voix des femmes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et d'utiliser au mieux, évidemment, les réseaux sociaux et les nouveaux médias qui, dans la période que nous connaissons, évidemment, se développent d'une façon absolument fulgurante avec toutes sortes d'innovations de communication qui naissent là tous les jours. Et voilà, on va essayer d'explorer toutes ces voies pour voir comment est-ce qu'elles peuvent servir notre objectif, notre raison d'être, qui est de faire mieux connaître l'expertise des femmes et aussi créer un rééquilibrage et peut-être aussi faire apparaître de nouveaux rôles modèles pour les jeunes générations. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Justement, donc la visibilité des femmes, c'est le sujet aussi de Lorraine. Lorraine Bastide, bonjour. Je remets mon micro. Bonjour. Bonjour. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes journaliste, autrice, créatrice de La Poudre, un podcast féminin qui dépasse déjà les 10 millions d'écoutes, cofondatrice de Studio Nouvelles Écoutes, et puis vous êtes féministe. On a le droit de le dire maintenant, c'est plus un gros mot. Tout à fait, ça y est, c'est bon, on peut. Alors, vous venez aussi de publier Présente, quelle place pour les femmes dans la sphère publique? Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Est-ce que c'est ce constat dont vous parlez souvent, c'est 24% des femmes dans les médias, ou encore ce chiffre 4% des plaques de rue portant le nom de femmes, ou encore les conférences que vous avez organisées au Carreau du Temple? Racontez-nous, pourquoi ce livre? C'est vrai que c'est un peu la conjonction de tout ça. Je pense que j'ai eu envie de faire ce livre le jour où j'ai vraiment compris que tous ces chiffres étaient corrélés en fait. C'est le même mécanisme qui invisibilise les femmes dans les médias et dans les noms des rues, des villes et dans les laboratoires de recherche et parmi les expertes et parmi les directrices de musées d'université. Enfin, à un moment donné, il y a une espèce d'évidence qui m'est apparue, c'est qu'on avait affaire à une silenciation globale des femmes dans tous les lieux où on produisait de la connaissance, du savoir, notamment les médias. Donc c'est ce qui m'a donné envie de lancer ce cycle de conférences au Carreau du Temple, qui est à l'origine du livre, où j'ai reçu sur scène 8, 9 en réalité, parce qu'il y avait une rencontre pour les deux expertes et militantes de ces questions de femmes dans l'espace public. Et puis voilà, à l'issue de ce cycle, j'avais une somme de savoir et de compréhension du phénomène qui m'a semblé intéressant de mettre vraiment de façon très accessible à tous et toutes pour que chacun prenne conscience de ces mécanismes.
C'est vrai que votre livre est très, très documenté. Enfin, celle qui, vous pourrez, hein, nous pourrons vous proposer hein, les livres de Lorraine Bastide qui seront dédicacés. Hein, vous pourrez les acheter. Nous mettrons le lien pour que vous puissiez le faire. Alors, donc, vous constatez que la rue n'est pas un espace pour les femmes. Vous faites dire ça? Ben, c'est, je pense, quelque chose que toute femme ou toute personne perçue comme femme a pu expérimenter. Quand on marche dans la rue, il y a forcément toujours un espèce de présupposé. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on est habillé comme il faut? Est-ce que c'est la bonne heure? C'est quelque chose qui nous est inculqué dès l'enfance, dès l'adolescence, en fait. Hein. Fais attention, sors pas tard le soir, porte pas de mini-jupe, fais-toi raccompagner, évite les petites rues, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que la vie n'est pas adaptée aux femmes dans le sens où on invite les femmes en fait à se méfier, à avoir peur dans la ville parce que effectivement le harcèlement de rue c'est une réalité. 81% des femmes de tous les âges sont concernées par ce harcèlement de rue. Mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi on demande aux femmes d'adapter leur comportement pour éviter ces agressions. Et ça c'est quelque chose que m'ont fait réaliser une urbaniste et une architecte Pascal Lapalu et Chris Blash, que j'ai reçu au Carreau du Temple, qui m'ont fait réaliser que finalement, injecter cette peur de la rue aux femmes. Pardon, je suis en train de. Pardon, j'avais complètement oublié que quelqu'un allait venir. Pardon. Injecter cette peur de la rue aux femmes, c'est en fait un outil de contrôle social et c'est la meilleure façon de s'assurer qu'elles vont rester dans l'espace domestique où le patriarcat s'échine à les maintenir. Donc, je pense que il faut écouter ces voix et il faut surtout réfléchir à comment inverser la façon dont on lutte contre le harcèlement. Faut cesser de donner des injonctions aux femmes comme si la responsabilité était sur leurs épaules et plutôt réfléchir à des mécanismes pour rendre la ville et la rue plus accueillantes et qu'elles s'y sentent légitimes. Et alors, comment on fait pour se réapproprier justement cet espace public? Bah, il y a beaucoup de recherches en urbanisme qui démontrent que, par exemple, modifier le mobilier urbain, la taille des trottoirs, ça a une incidence directe en fait sur le comportement des femmes dans la ville. Notamment, Pascal Lapalu et Chris Blash, elles ont participé au réaménagement de la place du Panthéon. Elles vont enlever tout un espace de parking pour créer des grandes estrades en bois très accueillantes qui sont pensées pour qu'une femme puisse s'installer avec une poussette ou un fauteuil roulant, qui sont pensées pour que des groupes puissent se mettre, pour que des enfants puissent courir en toute sécurité devant, parce qu'il se trouve, et je le déplore, hein, mais les femmes sont encore majoritairement en charge du care dans la société. Ce sont souvent elles qui poussent les poussettes et qui accompagnent les personnes âgées, donc il faut aussi que pour ces femmes-là, il y ait une praticité en fait toute simple du mobilier urbain. Donc voilà, on voit que quand on fait ce genre de propositions, qui sont en fait des propositions très simples, bah, les comportements se modifient. Et ce qu'on observe généralement quand on observe le comportement des femmes dans la ville, c'est qu'elles sont toujours en transition. Elles sont toujours en train d'aller à un point A à un point B, tandis que les hommes s'autorisent plus volontiers la flânerie, la station. Ce sont des privilèges masculins, le fait de pouvoir stationner en ville ou flâner ou marcher sans but. Les femmes sont toujours en train d'aller du domicile au travail, du travail à la crèche, enfin voilà. Et quand on change ce mobilier urbain, ben, d'un seul coup, les comportements se modifient, les femmes stationnent, s'installent, se sentent en sécurité, ce qui renvoie par ailleurs aux personnes potentiellement agresseurs un message de bah, là, il est hors de question en fait que vous les embêtiez, que vous les empêchiez de stationner là, et ça produit un cercle très vertueux. Oui, vous avez fait un test d'ailleurs en marchant tout droit sur un trottoir. C'est assez drôle ce que vous racontez, hein, où donc les hommes sont totalement étonnés que vous ne laissiez pas le passage, que Tout vous, à fait. Ouais, vous ça a continuez été votre chemin. observé. Quand une femme croise un homme dans la rue et qu'il y a un risque de collision, en fait, quasiment systématiquement, c'est toujours la femme qui va avoir tendance à s'écarter pour laisser passer l'homme. Donc j'avais lu cette étude qui me semblait surprenante parce que c'est des mécanismes inconscients en fait qu'on fait sans s'en rendre vraiment compte. Donc j'ai tenté de me l'appliquer et donc voilà, en me disant je ne vais plus dévier, je vais marcher tout droit désormais.
Et effectivement, dans ces cas-là, il y a collision. Parce que les hommes qui arrivent en face ne dévient pas non plus. Et quand ils se rendent compte qu'on ne dévie pas, ils sont complètement paniqués, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et derrière, généralement, je me faisais gronder en plus, hein, parce que j'avais eu le toupet de ne pas dévier. Donc ce genre de petite démonstration pragmatique fait bien le travail, ouais. Eh ben, je vous propose d'essayer toutes, hein. Ce sera marrant Allez-y. dans la rue. Attention au coup dans les épaules parce que c'est un peu dangereux quand même. Alors, reprenons sur les médias, parce que c'est quand même notre préoccupation première, hein, à Vox Femina. Vous écrivez que lorsqu'une femme est nommée à la direction, les choses changent et très vite. Alors, vous avez évoqué Géraldine Catalano, qui était rédactrice en chef de l'Équipe Magazine, ou encore Delphine Ernotte. Alors, donc, pour que les choses changent, il faut que les femmes prennent la direction, ou est-ce que c'est vrai pour les médias? Est-ce que c'est vrai dans tous les domaines? Ah bah oui, oui. Enfin, moi, Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? je suis absolument convaincue que le jour où il y aura une véritable parité dans les instances de décision, qu'il s'agisse d'instances politiques, médiatiques, culturelles, les choses changeront, économiques, universitaires, etc. Oui, c'est évident que les choses changeront. Alors après, il faut se méfier de l'écueil qui voudrait que toutes les femmes soient féministes. On vit dans un pays où la réaction immédiate à MeToo, ça a été une tribune signée par des femmes clamant l'importance du droit d'importuner. Donc voilà, c'est bien la démonstration que non, toutes les femmes ne sont pas féministes, hein, et que toutes les féministes ne sont pas des femmes d'ailleurs, hein. Néanmoins, je pense que augmenter la présence de femmes dans les rédactions et surtout au poste de rédactrice en chef, ça modifie profondément, hein, les perceptions. Quand on voit la façon dont les médias français ont traité MeToo, par exemple, où il y a eu une prédominance de sujets sur les pauvres hommes qui ne savent plus draguer, c'est dur d'être un homme en 2019, ça vient du fait que dans les conférences de rédaction, quand le sujet a émergé, l'inquiétude légitime des personnes présentes, majoritairement des hommes, était celle-ci. Je veux bien croire que c'est de la bonne foi, qu'ils sont vraiment en train de paniquer, mais est-ce que c'était vraiment là le sujet ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un traitement différent du sujet si on avait été en présence d'une majorité de femmes disant effectivement le viol et l'agression sexuelle sont systémiques, sont un problème récurrent que je connais moi dans ma vie et c'est ça qu'il faut traiter. Donc voilà, c'est aussi permettre à d'autres vécus, à d'autres problématiques, à d'autres points de vue situés d'être exprimés au sein des rédactions. Et quand il y a une vraie volonté politique, comme ça a été le cas pour Delphine Ernotte, on voit que les choses peuvent changer très vite. Alors, ce que j'apprécie dans ce livre, ce que j'ai aimé, c'était que ce combat est un combat inclusif. Vous avez découvert le féminisme par l'afroféminisme, c'est ça? Oui, alors disons que j'ai découvert la théorie féministe par l'afroféminisme. C'est vrai qu'il y a une espèce d'acceptation globale que le féminisme, c'est une espèce d'intuition, de comportement, voilà, être forte, un peu indépendante, etc. Mais en réalité, le féminisme, c'est surtout un courant de pensée universitaire. C'est surtout des chercheurs, chercheuses qui travaillent sur ces thématiques du genre depuis des décennies, voire des siècles, et qui ont produit énormément de textes et d'analyses sociologiques, historiques, économiques sur cette thématique. Et on peut, je pense, passer une vie entière sans jamais réaliser ça. En étant confronté au quotidien à des mécanismes sexistes sans se rendre compte que ces mécanismes ont déjà été observés, déconstruits, analysés. Et c'est effectivement les premiers textes théoriques que j'ai lus, sur lesquels je suis tombée un jour. C'était des textes afroféministes, notamment Bell Hooks, qui a écrit Ne suis-je pas une femme, qui était le premier texte que j'ai lu d'elle, ou encore Angela Davis, ou, voilà, qui m'ont vraiment fait réaliser que tout ceci avait été réfléchi sur le plan sociologique et qui m'ont permis aussi d'entrer dans la théorie féministe avec ce prisme qu'on appelle intersectionnel, c'est-à-dire où on ne tient pas que compte du genre comme facteur discriminant, mais aussi des discriminations racistes ou homophobes ou transphobes, et qu'on se rend compte que l'intersection de cette discrimination donne lieu à des situations spécifiques qui doivent être nommées et analysées. Donc voilà, c'est par ce biais-là que j'ai commencé à me passionner pour ces questions.
Merci Lorraine. Alors moi j'ai une dernière question, mais si vous qui écoutez ce Pitch and Talk avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Donc moi ma dernière question pour l'instant, parce qu'on en aura d'autres, hein, pour Lorraine, c'est êtes-vous née femme? C'est une question que vous posez, hein, dans votre podcast. Êtes-vous née femme ou êtes-vous devenue femme? Et si vous choisissez la deuxième option, quand et quel événement a déclenché cette naissance? C'est vrai que cette question, je la pose, évidemment, vous aurez tous et toutes reconnu la référence à Simone de Beauvoir, hein, qui a écrit en 1949, dans le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense que c'est une phrase qui est souvent citée sans vraiment prendre conscience de ce que ça signifie. Dans la suite de ce texte, elle explique qu'il n'y a pas de destin biologique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est pourvu d'une vulve et d'un utérus qu'on est forcément destiné à vivre tel ou tel type de vie ou de destin. Donc, c'est vraiment, elle met le doigt sur la construction sociale et culturelle qu'est le statut de femme. Et me concernant, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, en fait. J'aurais plutôt tendance à dire que je dédeviens femme, c'est-à-dire que je me libère petit à petit au fil de mon avancée intellectuelle et militante de ce statut de femme qui m'impose un certain nombre d'attitudes ou de comportements. Donc voilà, j'ai été élevée en étant très poussée vers ma féminité. Vraiment, j'ai épousé avec délice la mode, le maquillage, etc. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à m'en éloigner et à m'en libérer peu à peu. Oui, vous étiez rédactrice en chef de Elle pendant quelques années. Ouais, j'ai Alors, exercé avec beaucoup de temps. je vous propose, Lorraine, d'écouter, ou peut-être on va prendre une question, oui, tiens. À quand la formation obligatoire aux stéréotypes dans les rédactions pour les femmes comme pour les hommes? Très bonne question. C'est une excellente question. Je fais partie d'une association de journalistes qui s'appelle Prenons la Une. On travaille beaucoup à ça. Il arrive que des rédactions nous contactent pour qu'on puisse former les personnes de la rédaction à ces questions-là. Nous, on milite aussi pour qu'il y ait un module de sensibilisation aux discriminations de genre dans les écoles de journalisme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On gagnerait énormément de temps si on pouvait sensibiliser les étudiants en journalisme dès l'école à ces questions-là. Mais il y a plusieurs groupes qui s'en occupent. Il y a aussi l'entreprise EGAE qui a été fondée par Caroline Dehaas, qui va aussi souvent dans les rédactions sensibiliser à ces questions-là. Enfin, voilà, ça existe, mais c'est vrai que c'est encore du cas par cas, alors que ça devrait effectivement être obligatoire. Je suis bien d'accord. Lorraine, je vous propose d'écouter notre première pitcheuse. Alors, notre première pitcheuse, c'est Laure-Isabelle Ligaudin. Et sa préoccupation, Laure-Isabelle, qui est cofondatrice de Data Transition, c'est la gestion responsable des données. Alors, Laure-Isabelle est issue, comme vous, de la communication, mais aussi de l'organisation, et elle participe depuis 2004 aux travaux de l'Association française des correspondants informatique et liberté, ainsi qu'à l'élaboration du premier master européen sur la gestion des données à caractère personnel. C'est elle qui a conçu le premier diplôme universitaire sur la correspondance informatique et liberté à l'Université de Nanterre. Laure-Isabelle, nous t'écoutons. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Super. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a des tous, j'en vois pas, mais il doit y en avoir. Bonjour Lorraine, moi je suis ravie de faire ta connaissance. Je m'appelle donc Laure-Isabelle, j'ai 53 ans et je vis en Normandie. Comme l'a dit Emmanuel, que je salue, je suis cofondatrice de la société Data Transition. Ce qui veut dire que je travaille à la transparence des systèmes d'information pour la confiance numérique. Alors pour faire court, mon ennemi, c'est Big Brother ou la surveillance de masse. Dans ma niche d'expertise, qui est apparue il y a un petit peu plus de 15 ans, il n'y avait absolument aucune perspective de faire du fric. Donc autant te dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs. Depuis que le sujet de la privacy s'est développé et qu'il amène visibilité, notoriété, rentabilité, les femmes y sont devenues invisibles. La parole, tant d'expertise que publique, est quasiment exclusivement masculine. Alors mon constat, c'est que toutes les valeurs qui sont associées à la femme, à tort ou à raison, je te rejoins, c'est complexe, comme la protection de la vulnérabilité ou ce que tu citais, le care, que je nomme empathie, ou le sens de la chose commune, n'apparaissent que très peu dans la conception de ces outils.
Alors, les patrons de Uber, Amazon, Facebook, Google, Airbnb, OVH, Free sont des patrons. Alors, on pourrait se demander si ces entreprises se seraient développées de la même façon avec à leur tête des patronnes, mais la question est difficile à se poser. Alors, faut-il imposer dans la R&D et la conception des outils des quotas, comme en politique, et je suis bien placée pour en mesurer la valeur en tant que conseillère municipale, ou devons-nous faire confiance à ces messieurs? Alors, mon expérience me susurre à l'oreille que la question elle est assez vite répondue. Pour conclure, je dirais que mon féminisme s'est renforcé et que je suis convaincue qu'au-delà de la place que doivent prendre les jeunes femmes et les femmes dans les métiers du numérique, c'est important qu'elles prennent leur place, parce qu'on ne va pas leur donner facilement accessoirement. Elles doivent surtout exiger un pouvoir décisionnaire dans une industrie qui façonne littéralement notre société. Voilà, c'était l'enjeu que j'avais envie de partager avec vous toutes et tous ici présents. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laure-Isabelle. Lorraine, est-ce que vous avez des réactions, des commentaires sur la préoccupation de Laure-Isabelle sur les données? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, La gestion c'est passionnant et très convaincant la façon dont Laure Isabelle démontre ce qu'elle a pu observer. Et puis ça a d'autant plus de poids que, enfin voilà, c'est exactement ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que souvent les femmes vont être pionnières dans un domaine. Et puis dès l'instant où ça devient monétisable, où il y a un petit intérêt économique, on voit les hommes débarquer avec zéro expertise, avec leurs gros sabots et la pas du gain. Alors que souvent, quand une femme se lance dans ce genre de domaine où il n'y a pas d'argent à faire, c'est parce qu'il y a une vraie conviction derrière et des vraies valeurs à porter. Donc ça, j'ai vraiment apprécié que ce soit souligné parce que ça s'observe dans beaucoup de domaines, y compris le podcast. Et sur la question, sur le dilemme final, qui n'en est pas un parce qu'elle l'a tranché, est-ce qu'il faut des quotas ou est-ce qu'il faut faire confiance aux hommes qui prennent les manettes? Je suis fondamentalement favorable aux quotas. Et effectivement, les quotas en politique ont démontré à quel point ça avait vraiment fait évoluer le paysage politique. Ça avait permis à de plus en plus de femmes d'exprimer leur point de vue et d'influer sur les politiques publiques. Et je pense que sur un domaine où il y a tellement d'enjeux, celui des data, c'est essentiel que ce soit pensé par l'ensemble de l'humanité, en fait, et pas par une seule catégorie, quoi. Donc vraiment, grande admiration et soutien pour ce que tu es en train de faire, Laure Isabelle. On va y travailler, on va continuer à y travailler. C'est un combat, je pense, effectivement important. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, nous allons complètement changer de sujet parce que le sujet d'Alice Chouniet, c'est la géoénergie. Ce sont les richesses de nos sous-sols. C'est la possibilité d'avoir chaud en hiver, frais en été. Alors, Alice est ingénieure et elle est issue de l'industrie pétrolière. C'est peut-être pour sauver son karma qu'elle a créé Géosophie avec Quentin Barral. Et aujourd'hui, elle œuvre pour rendre les bâtiments durables. Alice, nous t'écoutons. Alors, Lorraine, moi, ce qui m'a frappée dans vos ou tes travaux, je ne sais pas si on se tutoie, dans tes travaux, c'est le fait que tu nous permettais d'accéder à la richesse, à la beauté intérieure des femmes que tu interviewais ou dont tu exposais les travaux. Alors moi, je suis physicienne, donc spécialiste du sous-sol, et c'est une autre forme de beauté intérieure qui m'anime. C'est celle de la Terre. Parce qu'effectivement, quand on s'enfonce sous la Terre de quelques mètres, il règne toute l'année la même température, donc fraîche pour l'été et chaude pour l'hiver. Et si on y pense bien, l'objectif d'un bâtiment, le principal objectif d'un bâtiment, c'est exactement ça. C'est avoir toute l'année une température agréable. Donc, utiliser cette géoénergie, c'est une façon efficace d'avoir un confort thermique durable. En plus, elle est décarbonée, elle est locale, elle est durable et elle a fait ses preuves dans certains pays comme la Suède où le quart des bâtiments est déjà équipé. Mais on ne la voit pas. Et Lorraine, tu es bien placée pour savoir que quand on ne voit pas quelque chose, on n'en a pas connaissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui donne ma voix. La prochaine fois que vous irez dans votre cave, vous vous demandiez si ce sont ceux qu'on entend le plus qui ont les meilleures idées pour lutter contre le dérèglement climatique et nous y adapter. Voilà,
Je vous laisse tous méditer sur cette question. Merci Alice. Des réactions, Lorraine? Je vous avais dit que nos pitcheuses, qui sont des lauréates du concours Femmes en Vue de Vox Femina, étaient excellentes. Je vous l'avais dit. Ah oui, je confirme, je suis impressionnée et admirative. Et puis ça me donne aussi tellement d'espoir en fait de voir tant d'intelligence et tant de détermination. Alice, enfin, merci pour ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les femmes scientifiques dans les sciences dites dures, même si j'aime pas trop cette délimitation entre sciences dures et sciences qui seraient molles. Mais bon, enfin voilà, je sais que c'est un milieu où c'est vraiment très compliqué de se faire une place en tant que femme, où il y a très, très, très peu de femmes qui parviennent à se faire un nom, qui a énormément de mécanismes aussi qu'on appelle l'effet Matilda. Très, très souvent, dans une grande découverte scientifique, il y a une femme et puis finalement, on retient que le nom des hommes. Donc voilà, mais je suis très confiante pour toi, tu as l'air extrêmement déterminée. Et puis aussi, tu as une faculté, je trouve, incroyable à rendre très accessible et à vulgariser ton domaine d'expertise scientifique. Et ça, je pense que c'est vraiment clé aussi, notamment sur tous les enjeux environnementaux, de sortir du jargon et de montrer que ce sont des questions qui concernent absolument tout le monde. Donc vraiment, merci et bravo. Et j'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont entendre parler de ce sur quoi tu travailles à l'avenir. Merci Lorraine. Juste peut-être pour rebondir sur le côté sciences dures, sciences molles. Moi, c'est vrai qu'à la base, je suis physicienne, donc je viens du dur. Mais je pense que si le dérèglement climatique était un problème de physique, ça ferait longtemps qu'il serait résolu. Et la problématique qu'on a à voir en ce moment, et moi, je suis plutôt en train de me tourner beaucoup vers les sciences molles. J'ai eu cette plus ou moins révélation. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire une deuxième thèse, mais cette fois-ci plutôt en sociologie ou en philosophie. Parce qu'en fait, les enjeux qui se posent aujourd'hui, c'est des enjeux humains. Et moi, ça me manque en fait. Enfin, je me développe dans ce sens-là, mais on a besoin de tout le monde en fait. On a besoin des sciences dures, mais on a besoin des sciences molles également. Exactement. Il faut muscler les deux parties de nos cerveaux. Alors, maintenant, nous allons écouter Mylène. Mylène Guermont, c'est une artiste de génie. Alors, je le dis parce que j'ai vu ses œuvres, mais pas seulement. Parce qu'elle est diplômée d'art et elle porte le titre aussi d'ingénieure. Alors, pour concrétiser ses idées, Mylène, elle a développé plusieurs innovations, dont le béton polysensoriel. Elle réalise en fait des sculptures qui interagissent quand on les touche. Je vais vous parler de son œuvre monumentale phare qui est née sur la place de la Concorde en 2015 parce que Mylène est aussi très très écologiste. Et elles ont bénéficié des labels COP21, Paris pour le climat et UNESCO, et elle a été choisie, cette œuvre, parmi 13 000 projets sur 147 pays pour être l'unique œuvre d'art présentée au rapport final de The International Year of Light, au siège de l'UNESCO. Alors aujourd'hui, Mylène, elle va nous en parler, est une Eisenhower Fellow et elle travaille sur la maison Guermont. Écoutons-la. Ah, on a un petit souci avec Mylène. Merci Emmanuel. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, ça y est, tout va bien. Bonjour à tous et toutes. Moins d'1% des œuvres dans l'espace public sont réalisées par des femmes. Moins d'1%. En effet, Emmanuel, le toucher et faire ensemble sont les deux fondations de mon travail. Quand vous touchez mes œuvres en béton polysensoriel, comme cette petite planète, elle peut réagir en fonction de votre champ magnétique et vous pouvez voir de la lumière ou du son ou entendre des vibrations. Si vous touchez ma pyramide sur la place de la Concorde, eh bien, de nuit, vous pouvez la voir s'illuminer au rythme de votre battement de cœur. Dans la continuité de cette œuvre qui avait fédéré 300 Français de 20 entreprises, je suis en train d'en fabriquer une autre en plein cœur de Paris, habitable et pérenne. Elle s'appelle en effet Maison Guermont. Donc le site web est maisonguermont.com, MAISONGURMONT.com. Donc on lance la communication la semaine prochaine. Et pour cette œuvre, j'ai fédéré non pas 20 entreprises, mais 80 entreprises de l'excellence française, de savoir-faire ancestraux, comme par exemple pour les carreaux de carrelage, qui deviennent ces Tectorius, réalisés avec un savoir-faire ancestral d'une belle entreprise du patrimoine vivant du Beaujolais, ou par exemple des entreprises high-tech, comme ma cuillère
à confiture, réalisé en prototypage rapide, qui après va être en prototypage rapide métal, et puis recouvert d'un or durable qui bénéficie d'un prix Nobel. Donc cette œuvre mélange et associe des corps de métier très variés, tels que le sont la société, comme le disait Alice, et j'aime travailler avec plein de personnes différentes, plein de talents. Je suis convaincue qu'on peut innover partout et qu'ensemble, on peut faire des choses grandes. Comme tu l'évoquais, mon actualité, Emmanuel, c'est que j'ai été choisie comme Eisenhower Philo de cette année. C'est un programme historique. Ils ont choisi 24 women leaders du monde entier. Et je suis un peu émue, mais j'ai reçu cette lettre ce matin des États-Unis. Et au-delà d'avoir été choisie parmi ces 24 leaders, je reçois un prix spécial, spontané, en mémoire, en legacy d'un brillant ingénieur et athlète et philanthrope américain. Comme quoi, peut-être que le leadership au féminin est peut-être mieux valorisé à l'étranger. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions. Je pense que vous allez réagir. En tout cas, sur le chat, excusez-moi. J'attendais que vous me redonniez la parole. Enfin, si je peux réagir à ce que je viens d'entendre, parce que je suis complètement éblouie, en fait. Déjà, Mylène, je voulais te féliciter pour cet accomplissement, pour ce prix, pour cette reconnaissance que tu reçois. C'est tellement chouette, en fait, et c'est tellement rare de voir le travail féminin véritablement gratifié. Et ça, c'est gratifié en termes honorifiques, mais aussi en termes économiques et financiers, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est d'arriver à trouver l'argent pour pouvoir faire ce qui sort de notre esprit. Quand on est une femme, c'est beaucoup plus difficile. Ce chiffre que tu as donné concernant les œuvres de femmes dans l'espace public est atterrant, je ne l'avais jamais entendu. Je pense largement le diffuser. Et ça renvoie à quelque chose que j'ai observé aussi dans mon livre. Je crois que le milieu de l'art, encore pire que la science, encore pire que plein d'autres milieux, c'est vraiment là où le plafond de verre pour les femmes est le plus épais. J'avais écrit dans le livre, il n'y a que 12% des artistes qui vivent de leur art qui sont des femmes. Donc on voit vraiment bien que les leviers, ils sont aussi économiques. Et voilà, et ça a l'air sublime cette maison, j'ai trop hâte de la voir. Ce carrelage bleu que tu as montré là, mais c'est tellement beau! C'est trop beau. Donc, voilà, bravo et puis merci. Et ça fait du bien, hein, ce Zoom ce matin. Là, il me remet de l'espoir, ça faisait longtemps. Alors, vous avez les références du livre de Mylène sur le chat, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour nos pitcheuses, profitez aussi. Nous avons un peu de temps encore, donc ce serait dommage de ne pas profiter de leur présence. Et le temps que vous que vous prépariez vos questions, on va revenir sur les podcasts, Lorraine, pardon. J'ai été aussi éblouie par le travail de Mylène. Ouais, c'est justifié. Donc, je rappelle, vous êtes créatrice de La Poudre. Ce sont donc 2 podcasts que vous proposez par mois, le jeudi, dans lesquels vous présentez des femmes que vous aimez, que vous admirez. Donc, il y en a pas mal et j'en ai écouté beaucoup. C'est très, très, très agréable. Vous avez créé une forme d'intimité avec elles qui est une complicité qui est très sympa. Alors, on dit que le podcast est un genre intime, du genre murmuré à l'oreille de l'auditeur. J'ai même lu que le podcast serait féminin. Vous êtes d'accord avec ces assertions ? En tout cas, en France, il a quand même une particularité. C'est vrai que quand on regarde les studios de production qui sont montés, quand on regarde les podcasts qui ont le plus de visibilité, le plus de succès, c'est vrai que ça a été beaucoup des podcasts créés par des femmes. Donc voilà, je pense qu'on est aussi... ça me fait penser un peu à ce que disait Laure Isabelle tout à l'heure, c'est que quand je me suis lancée dans le podcast en 2016, il fallait que j'explique aux gens ce que c'était qu'un podcast, tellement c'était une niche et tellement c'était encore pas une pratique très, très répandue. Moi, j'ai pas fait ça pour m'enrichir, j'ai fait ça parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait un endroit où j'allais pouvoir m'épanouir en tant que journaliste, en tant que féministe, et qu'il y avait vraiment énormément de possibilités avec ce média qui permet en fait à la nuance de s'installer. Moi, c'est ça que je trouve fabuleux dans le podcast, c'est qu'on a du temps et qu'on arrive à sortir des stéréotypes et des résumés, parce que cette époque, elle a besoin de complexité et malheureusement, on a tendance à tout simplifier partout. Donc voilà, et puis maintenant que le podcast commence à devenir un marché un peu plus juteux, on voit débarquer plein de mecs avec plein d'idées
business derrière. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Voilà. Mais ensuite, sur la question peut-être plus, disons, en termes de valeur, je pense que le podcast est un lieu où on peut laisser s'exprimer effectivement l'intimité, l'empathie, le care. Et alors, ces valeurs sont féminines culturellement et pas biologiquement, mais n'empêche que voilà, elles sont aujourd'hui incarnées et portées plutôt par des femmes. Donc, c'est peut-être pas un hasard si on s'y épanouit aussi bien. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que nous, en fait, on avait été très intéressés par ce média aussi, puisqu'il y a, alors je ne me souviens plus exactement, peut-être Caroline, c'était même avant que tu sois là, on avait lancé une radio sur un réseau social en partenariat avec un ancien ingénieur d'Orange qui avait monté un réseau social Voix, en fait. Et du coup, on a ça a quand même duré, je pense, une bonne année où on a diffusé comme ça des émissions. Finalement, je me rends compte qu'on était peut-être un petit peu pionnière dans l'histoire, parce que ça devait se passer en 2012 ou 2013 peut-être. Donc, c'était il y a vraiment longtemps. Et puis après, finalement, c'était un petit peu compliqué de trouver des expertes qui faisaient des émissions. Mais enfin, on a quand même tenu, je pense, au moins un an à faire des émissions. Et je trouvais que c'était effectivement très, très intéressant de faire cette radio, en fait, on avait un comité, on participait au comité éditorial. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très, qui mériterait, à vrai dire, d'être réactivé. Mais au fond, voilà, c'était juste pour dire que dans la voix des femmes, on a aussi tenté d'exploiter cette voix-là, mais sous la forme d'une radio diffusée sur les réseaux sociaux, avec un comité éditorial auquel on participait et on avait diffusé. Je ne suis pas sûre qu'on ait conservé les archives, c'est dommage. Bon, enfin, bon, c'est le propre de la fondation d'être quelque chose d'absolument consensuel. Donc voilà. C'est vachement intéressant. Justement, la différence entre radio et podcast, Lorraine, c'est quoi? Le podcast, il a vocation à être écouté à la demande. Donc, il y a vraiment une pratique d'accès à l'objet culturel ou médiatique qui est très différente. C'est-à-dire que la radio, en fait, on tombe sur une émission à la radio. C'est comme quand on allume la télé, on zappe et puis on voit ce qui est diffusé. Dans l'écoute du podcast, il y a une démarche qui est beaucoup plus incarnée, qui est beaucoup plus volontariste. Pour aller écouter un podcast, il faut ouvrir l'application, chercher le podcast, s'y abonner, le télécharger, s'isoler, mettre son écouteur. Et je pense que ça, finalement, ça permet d'avoir une écoute de qualité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui arrivent, qui se retrouvent à écouter la poudre, elles veulent vraiment écouter la poudre. Donc, ça fait que souvent, les podcasts, par exemple, il y a un taux de complétion. Le taux de complétion, c'est le chiffre, c'est le temps, en fait, que les gens écoutent le podcast, qui est record. C'est-à-dire, je crois, 90% des gens écoutent l'heure complète. Il y a très, très peu de gens qui coupent avant la fin. Donc ça montre qu'il y a un lien, en fait, très particulier qui se crée entre les podcasteurs et podcasteuses et les auditeuristes. Alors, Laure Isabelle, tu veux nous parler, tu as quelque chose à nous dire sur les podcasts. Je t'écoute. Merci Emmanuel. Ouais, j'ai une petite expérience rigolote là-dessus, c'est que moi je fais aussi partie des femmes qui ont beaucoup aimé ce rapport à la voix, et quand j'ai conçu le diplôme universitaire de Nanterre, toute la partie théorique cours a été faite sous forme de podcast, et c'était en 2011, donc c'était vraiment très surprenant, y compris pour les étudiants. Mais ce qui est rigolo en termes de notoriété, c'est que ma voix est passée au travers de différentes promotions, et je ne suis pas forcément restée intervenante sur le diplôme universitaire par la suite. Et je crois que c'est presque 8 ans après, je fais une conférence à Lille sur la sécurisation des systèmes d'information, et j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui me disent mais vous êtes The Voice. Et je dis mais de quoi vous me parlez, quoi? Et ils me disent mais vous vous rendez pas compte, on est plein là à se lancer dans les carrières de ce qu'on appelle les data protection officers, les gens qui gèrent les données personnelles dans les boîtes, et on est plein à vous avoir eu dans l'oreille en fait pendant des mois pour comprendre le métier, etc. Et donc, je me suis rendu compte aussi de la puissance, parce qu'ils me tutoyaient directement, ils me connaissaient, ils connaissaient mes idées, mon approche, ma pratique du métier. Et en fait, j'avais acquis une espèce de notoriété comme ça, sans
sans vraiment le vouloir, mais et une intimité avec les gens qui l'écoutaient. Donc, moi, je suis très fan de cette relation et je pratique aussi beaucoup l'écoute des podcasts. Et voilà, je voulais dire que ça marche pour tout, même pour enseigner, ça marche très, très bien. Voilà. Ah ouais, c'est un outil génial et c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive souvent qu'on me reconnaisse à la voix. Parfois, je parle avec quelqu'un dans le train et puis quelqu'un passe et genre, ah, mais si vous êtes la voix de la poudre, bah oui. Et c'est vrai que je pense que le fait de connaître et d'identifier la voix de quelqu'un, ça crée un lien d'intimité vraiment, vraiment très particulier, hein. Tout à fait, qui est différent de l'image. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à Vox Femina pour créer des podcasts? Quel conseil je pourrais donner? Moi, ce que je donne souvent comme conseil, parce qu'on m'en demande quand même assez souvent concernant le podcast, je pense que ce qui marche, c'est l'authenticité, en fait, de la démarche. Ça, c'est valable pour tout, en fait, hein. C'est valable pour l'art, pour le business et pour la cuisine. Enfin, quand on fait quelque chose en étant vraiment aligné avec qui on est et ses valeurs, bah, le résultat est toujours réussi. Donc, je pense que, voilà, il y a vraiment... faut essayer de s'inventer en fait des formats qui correspondent vraiment à notre identité, à notre savoir-faire. Après, voilà, quand on s'appelle Vox Femina, je crois que c'est pas la peine de chercher beaucoup, beaucoup plus loin, en fait, hein. Tout le concept est là, hein, les voix des femmes, donc ça fait vraiment sens. Et puis, je pense que c'est bien quand même dans le podcast d'avoir justement, par rapport à ce qu'on disait à l'instant avec Laure Isabelle, une identité très identifiable. Dans le podcast, il y a quand même un enjeu de fidélisation important. Moi, je pense qu'un des grands pouvoirs que m'a donné la poudre, c'est que finalement, les gens qui écoutent mon podcast, ils l'écoutent parce qu'ils me font confiance et que même quand mon invité n'est pas super connu, ils vont l'écouter quand même parce qu'ils se disent bon, bah, si Lorraine l'a invité, c'est que ça va être bien, c'est que ça va être intéressant, etc. Et c'est ça qui m'a aussi permis de mettre en avant des voix qui n'étaient pas forcément hyper connues. Peut-être que la personne était arrivée parce qu'elle avait envie d'écouter je sais pas moi, Juliette Armanet ou Chris, qui sont hyper connus. Et puis hop, derrière, une interview avec Salkutsa Filan, cette militante rome voilà, qui n'est pas hyper connue, mais qui va être aussi écoutée, aussi suivie, parce que finalement, c'est moi, en fait, qui donne le là. Donc, je pense que, voilà, que ce soit très incarné et qu'il y ait vraiment un côté rendez-vous très régulier avec une même personne, ça apporte, je crois, de la puissance au podcast. Et puis voilà, moi, mon petit tip aussi personnel, c'est d'avoir des petites questions récurrentes, toujours dans cette idée de fidélisation. Voilà, d'avoir un gimmick, une phrase qui revient au début à la fin, des choses qui permettent aussi, encore une fois, de créer cette fidélisation. Je crois que ça marche bien. Alors, moi, la principale interrogation que j'ai concernant la formule podcast, donc je suis absolument convaincue, comme vous avez compris, c'est quand même la longueur. Moi, je trouve, enfin, on a d'ailleurs eu ce débat entre nous et moi, je trouvais que 50 minutes ou 45 minutes ou même 30, je trouvais ça long. Et j'avais le sentiment, et d'autant plus long qu'en fait, nous, on a un petit peu habitué nos lauréates, nous-mêmes, on s'est quand même beaucoup habitué à l'exercice du pitch. Donc là, il y a un grand écart entre le pitch et le podcast sur lequel je m'interroge. Voilà, donc j'aimerais bien avoir tes lumières, Lorraine. Bah, moi, je crois au contraire qu'il faut faire des podcasts longs, que le seul intérêt du podcast, c'est la longueur. Si vous faire des trucs de 3 minutes, on fait des vidéos sur Instagram, hein. Donc, Ouais. il ne faut pas avoir peur de la longueur. Moi, le nombre de personnes, quand je me suis lancée, qui m'ont dit oh, des interviews d'1 heure, mais personne à 1 heure, on est dans l'époque de la rapidité, les gens, ils n'ont plus de temps à accorder, non, bah, voilà, moi je l'ai quand même fait et je vous dis, il y a 99%, 90% des gens qui écoutent vraiment la totalité de l'heure sans flancher. Après c'est aussi un mode de consommation vraiment différent de la vidéo ou du texte, le podcast, parce qu'on peut faire quelque chose en même temps. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'écoute des podcasts quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine, quand je jardine. Enfin voilà, j'adore en fait poser mon téléphone, mettre mon casque et puis m'occuper les mains, faire des choses en même temps. Donc finalement, 1 heure, c'est
c'est pas si long que ça, quoi, quand on n'est pas scotché sur un écran. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'une vidéo d'une heure, oui, dans ce cas-là, c'est un film, mais un podcast d'une heure, ça ne bloque pas au même endroit. Ça s'écoute dans les transports aussi, beaucoup. Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment la vocation du podcast d'être long. Et j'aurais tendance à dire d'ailleurs que si vous avez déjà produit une certaine quantité de contenu court, bah, c'est génial d'avoir un endroit où vous pouvez compléter votre offre avec des contenus plus longs, quoi. Merci, c'est assez convaincant. Tant mieux. Alors, si vous voulez poser des questions à Lorraine ou à nos pitcheuses, n'hésitez pas, mettez vos questions dans le chat. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous allons remettre le lien vers ton livre, Lorraine, avec le code promo, donc des livres qui seront dédicacés. Et franchement, c'est un excellent livre et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire et il est tellement documenté. Tu as mis combien de temps à l'écrire? Bah, ça a été assez, ça a été assez rapide en fait, hein. Il est sorti tout seul ce livre. Je pense que c'était aussi l'accumulation de 4 années à travailler sur ces questions qui faisait que j'avais tout ça dans la tête en fait depuis un moment et il fallait que ça sorte. Après voilà, le travail de recherche d'informations, de sources, etc. Ça a été peut-être le plus long, le plus minutieux. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est très, très bien documenté. J'ai rarement vu de livres aussi bien documentés et ça, c'est vraiment essentiel, quoi. C'est très... Merci. Moi, j'ai une petite question. Alors, si je peux, vas-y, Mylène. la poudre peut évoquer tellement de choses. Est-ce que c'est justement la polysémie de la poudre, de la poudre à joues jusqu'à la poudre d'escampette, en passant par la poudre du canon? C'est justement cette polysémie-là qui t'intéresse? Exactement, ouais, c'était vraiment tout à fait ça à l'origine. Mais ce nom de la poudre, cette idée, je l'ai eue vraiment, je sais pas, c'était en 2013, j'ai déposé la marque, je ne savais pas ce que ça serait, mais j'avais l'intuition qu'il y avait vraiment un potentiel féministe dans ce mot qui pouvait désigner à la fois quelque chose de très cosmétique, de très léger, de très aérien quand on pense à la poudre de maquillage, mais aussi quelque chose d'extrêmement corrosif et guerrier quand on pense à la poudre à canon et évidemment à toutes les autres sens que tu as mentionnés. Et je trouvais que c'était une bonne façon de montrer la multiplicité des identités en fait pour les femmes, quoi. C'est une façon de montrer que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de stéréotypes et j'ai poussé l'exercice jusqu'à demander à toutes mes invitées leur interprétation du mot. Et c'est vraiment génial en fait de voir que jamais deux invités n'ont dit la même chose. Et elles arrivent à chaque fois à me surprendre, à me donner une signification à laquelle je n'avais pas pensé. Ça va être la poudre du lait qu'on met dans les biberons, la cocaïne, les paillettes, la poussière, des choses rattachées aussi à certaines religions, à certaines cultures. Enfin voilà, on m'a parlé de tout, des cendres, du henné. Enfin voilà, à chaque fois, c'est vraiment encore une nouvelle prise de conscience de la multiplicité des sens. Et finalement, ce que je voulais démontrer, c'est que tout comme poudre femme, ça veut dire 3 milliards de choses en fait. Alors, Du coup, moi, pardon, ça m'évoquait autre chose. Là, je vais reprendre ma casquette scientifique. Mais il y a quelque chose, en fait, les poudres, c'est des milieux granulaires et les milieux granulaires, c'est des choses qui sont fascinantes parce que c'est des solides et en même temps, ça s'écoule comme des liquides. Et du coup, moi, ça m'a toujours aussi extrêmement intéressée, c'est tout ce côté multiforme. Et c'est pour ça que les enfants adorent jouer avec du sable de façon générale, c'est parce qu'ils sont sensibles à ce côté extraordinaire. Donc voilà, je rajoutais juste mon interprétation. Le granulaire, c'est ça? Une matière granulaire? Alors, milieu granulaire, ça s'appelle. Le nom Milieu technique, c'est ça. granulaire. Milieu granulaire, ouais. C'est trop bien. Alors, moi, j'ai tout terre à terre les statistiques des audiences de podcasts. Qui écoute les podcasts? Bon, toi, tu as déjà 10 millions d'écoutes. Alors, c'est qui? Est-ce que ce sont des gens, est-ce que vous avez fait des études là-dessus? Tu as regardé qui c'était des gens plus jeunes, plus vieux? Qui écoute les podcasts? Alors, on a des études de marché. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le podcast est quand même, c'est encore assez sauvage, la façon dont c'est, comment dire, calculé. Enfin, voilà, il n'y a pas de médiamétrie, quoi. On sait pas, c'est pas comme les audiences de télévision où on sait précisément combien de personnes regardent, à quelle heure et qui ils sont. On n'a pas encore ça pour le podcast.
Après, il y a des études qui ont été faites et le podcast est quand même un média qui est assez CSP+. Un jour, on avait fait une enquête auprès des auditeuristes des podcasts Nouvelles Écoutes et on s'était rendu compte que la moitié était très diplômée. Voilà, il y avait quand même aussi une bonne partie de Parisiens, Parisiennes. Donc, ça reste encore un média qui est assez, malheureusement, hein, je le déplore, un peu élitiste, quoi. Qui est investi par des personnes voilà, avec un bagage socio-culturel et économique assez important. En termes d'âge, on est sur une tranche plutôt 25-35. C'est pas un média non plus qui est très jeune. C'est pas les gens de 15-20 ans qui écoutent des podcasts. Enfin, alors, évidemment, il y en a, hein, ce sont des tendances. Voilà. Mais après, c'est des chiffres qui datent peut-être de 2018, je crois. Et j'ai le sentiment que ça a quand même évolué, notamment avec la multiplication de l'offre. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces dernières années, il y a des podcasts qui sont créés dans tous les sens. Et il y a je trouve que l'atout principal du podcast, c'est que c'est pas cher et que c'est facile à produire. C'est-à-dire c'est très accessible. En fait, il suffit d'avoir un micro de très bonne qualité, ça coûte 100 € à tout casser et une bonne connexion Wi-Fi et on peut balancer son podcast sur les internets. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés, notamment dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, notamment des voix de personnes LGBT ou de personnes racisées, ce qui donne vraiment lieu à une multiplication des récits. Et je suis assez convaincue que cet aspect un peu élitiste qu'il pouvait y avoir il y a encore peu est petit à petit en train de s'évaporer. Et tu disais dans une interview qu'il était très important en fait d'avoir un très bon son. Ça, c'est que le confort d'écoute est essentiel. Hein. C'est ça c'est le conseil que tu donneras en premier, c'est d'avoir un bon ingénieur du son, c'est ça? Ouais. Ça, c'est vrai que c'est très important. Et je pense que quand on débarque, on n'a pas conscience en fait du travail que c'est d'avoir un bon son. Moi, quand j'étais vraiment complètement profane du podcast, je ne voyais pas la différence entre deux prises de son. Je ne savais pas ce que ça voulait dire un mixage. Et en fait, ça fait toute la différence. C'est-à-dire avoir travaillé à faire une bonne prise de son, donc c'est-à-dire neutraliser les nuisances sonores autour, avoir une pièce bien insonorisée, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écho, veiller à ce que la bouche soit bien hydratée pour pas faire de bruit de bouche désagréable, etc. C'est plein de petites choses en fait auxquelles il faut veiller, tout comme quand on prend une photo, on fait attention à la lumière, etc. Et puis ensuite, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir un mixeur ou une mixeuse qui passe sur la bande pour neutraliser les nuisances sonores potentielles, égaliser les voix, travailler un peu sur le grain. Et ça, j'ai eu la chance au tout début de la poudre de rencontrer Aurore Meyer-Mailleux, qui est une réalisatrice sonore. Donc c'est pas une ingé son, c'est vraiment quelqu'un qui travaille justement à cette réalisation du son, qui m'a accompagnée, qui m'a sensibilisée à tout ça dès le début. Ce qui fait qu'on a toujours vraiment fait super attention à cette qualité sonore dans la poudre et je pense que ça joue, ouais, parce que écouter quelque chose qui grésille ou c'est moins agréable, quoi. Donc, ouais, je crois que c'est essentiel. Il y a une question pour Mylène. Est-ce que vous avez pensé à travailler le son justement dans Maison Garmont? Alors justement, j'écoutais Lorraine avec attention et je voulais si je peux lui poser une petite question et après je te réponds, Emmanuel. Est-ce qu'il existe des podcasts, parce que je découvre à peine cet univers, qui sont enregistrés justement dans des univers très spécifiques pour donner une ambiance globale particulière? Est-ce que alors, il y a une technique qui s'appelle la prise de son en binaural. Je te laisse explorer ça, je pense que ça va t'intéresser. Et en fait, c'est une prise de son où c'est comme un... Alors, je ne sais pas l'expliquer en termes techniques parce que je suis vraiment pas technicienne. Mais voilà, c'est une prise de son qui est complètement à 360 degrés. Et quand on écoute, en fait, on entend le son bouger. C'est quelque chose qu'on a utilisé avec Nouvelles Écoutes dans un podcast de fiction qu'on a produit pour Spotify qui s'appelle Le Nuage. Et en fait, si on entend un personnage marcher dans une pièce en parlant, on va entendre sa voix passer de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et vraiment, ça donne un effet de 3D en fait dans le son. C'est passionnant, ça se développe très rapidement en ce moment. Il y a de plus en plus de
de savoir-faire technique de ce côté-là. Et oui, ça peut être intéressant à explorer, je crois, en tant qu'artiste, à mon avis. C'est vrai que j'y ai pensé parce que justement avec le podcast, comme on ne voit pas, le son devient d'autant plus important. Ouais. Comme on travaille sur le toucher, j'ai toujours rêvé, mais j'ai jamais réussi en France à faire une expo complètement dans le noir pour inviter les gens à vraiment toucher le béton. Et là, du coup, je réponds à ta question en même temps, Emmanuel. J'ai coulé dans une de mes œuvres en béton un micro. C'était il y a une dizaine d'années. Je suis allée en haut de building à New York pendant un mois. J'ai laissé le son enregistré par ce béton, du coup, un peu spécial. Et on a enregistré le ciel, y compris des ondes radio qu'on ne voit pas. Et du coup, maintenant, quand on touche cette œuvre en béton polysensoriel, selon votre champ magnétique, vous pouvez tomber sur ces zones sonores qui passaient dans le ciel. Donc ça, c'est assez incroyable, tout ce qu'on ne voit pas, mais qui peuvent être très, très perceptibles, voire très, très intimes. C'est un mot que vous avez employé tout à l'heure, comme on peut l'avoir avec la rapproche tactile. Alors, Emmanuel, pour répondre à ta question, dans l'œuvre d'art totale, il y aura 2 œuvres en béton sonore, polysensorielle. Une qui est Miniagua, qui était à la dernière exposition internationale, donc au Kazakhstan, au pavillon France, qui fait le bruit de l'eau quand vous l'effleurez. Et une autre plus petite à l'horizontale qu'on fabrique exprès, mais qui est la seule œuvre en béton que je vais couler pour cette œuvre. Et comme je voulais qu'elle soit accessible au plus grand nombre, même si malheureusement ou heureusement, il n'y aura que 20 visiteurs par mois qui pourront visiter l'œuvre. Donc, on travaille sur le site web, on travaille sur le livre et il va y avoir une petite œuvre en béton polysensoriel sur la rue. Et là, j'ai invité des amis artistes, musiciens à s'inspirer de l'œuvre pour créer des sons ou des musiques qui après seront injectés dans le petit mur en béton polysensoriel. Ce qui fait que jour comme nuit, vous pourrez interagir avec l'œuvre sans forcément rentrer à l'intérieur. Voilà. Et pour répondre aux questions du chat, on va lancer la semaine prochaine un jeu avec un ticket d'or, puisqu'on aime beaucoup rigoler et on a beaucoup de plaisir dans ce projet, qui sera glissé dans un des livres phares. Et donc, il y a un des livres phares qui aura un ticket d'or pour ceux qui seront achetés avant le 31 décembre. Et du coup, je lui ferai visiter le chantier de l'œuvre d'art totale en cours. Voilà, voilà. Merci Mylène. Alors, il y a plein de liens dans le chat, des liens passionnants. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Et il nous reste 2 minutes. Valérie, voulez-vous conclure? Je ne sais plus si je te tutoie ou si je te vous vois. Enfin, pour la conclusion. Ah, Valérie, je ne t'entends pas. Oui, je n'avais pas activé mon micro. Non, mais je conclus juste par un grand merci. C'est vrai que c'est très étonnant de voir tous ces backgrounds, j'ai envie de dire, qui sont tous ces profils de femmes tellement divers. Moi, c'est ça que j'apprécie en fait. Je crois que c'est la diversité et l'enthousiasme aussi. C'est quelque chose qui, moi, au quotidien, je suis avocate depuis une vingtaine d'années. Je dois dire, je suis dans un milieu où l'enthousiasme n'est pas précisément la principale qualité, si vous voyez ce que je veux dire, plutôt la critique, etc. Donc, tout voilà, cet enthousiasme pour la vie, moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et qui me fait très, très, très plaisir. Voilà, donc je suis ravie d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je suis ravie de ces perspectives nouvelles. Voilà, je trouve que c'est comme ça que ça doit être, la vie. Ça doit être plein de projets, plein d'enthousiasme, voilà, plein de belles idées. Donc, voilà. Merci. Alors, merci Laure Isabelle, merci Alice, merci Mylène et merci Lorraine pour ce pitch and talk qui était vraiment passionnant et enthousiasmant et inspirant, je dirais. Donc, prochain pitch and talk bientôt. Merci.